Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau NeuroLive. Bonjour Josiane. Salut. Alors du coup je dis bonjour, ou peut-être bonsoir aussi pour ceux qui nous regardent encore en France. Pourquoi? Parce que du coup là en fait je suis à Montréal et donc j'ai eu la chance de rencontrer Josiane qui est ergothérapeute, qui a volontiers donc proposé de faire un NeuroLive aujourd'hui sur les outils sensoriels pour pouvoir développer la disponibilité de l'enfant sur le temps de travail. Oui. Voilà. Et du coup donc alors pour que vous le sachiez, aujourd'hui donc le NeuroLive en fait il est diffusé, enfin ce live finalement, il est diffusé sur deux plateformes, on va dire ça comme ça. Oui, on peut dire que c'est un double live. Exactement, un double live, c'est une première, tu vois comme quoi en fait, premier NeuroLive à l'étranger, premier NeuroLive en double finalement, donc sur le groupe NeuroLive comme d'habitude, et puis également sur la page de Josiane. On a de la chance, on va avoir pas mal de gens qui vont nous regarder. Ouais. Comme tu peux le voir là déjà, les gens tous se connectent, c'est parfait, il y a du monde. Peut-être que là, pour le coup, pour qu'on se présente et tout mutuellement, parce que moi je pense que les gens tous sur ta page ne me connaissent pas, c'est ça. et les gens peut-être sur le NeuroLive et tout ne te connaissent pas encore malheureusement, donc ils vont avoir la chance de te connaître. On fait ça. Je t'en prie, à ton honneur. Je suis ergothérapeute depuis 2020 ans. maintenant 20 ans. Mais je fais aussi beaucoup de formation maintenant. Et dans ce contexte-là, j'aime ça parler de ce que je connais puis de mon travail parce que ça peut aider d'autres personnes. Et voilà. Alors Josiane, vous le verrez, en fait, elle a développé énormément d'outils. Elle est extrêmement active sur les réseaux sociaux, sur Internet. Vous pouvez la retrouver du coup, sur Facebook, sur Instagram. Elle a aussi d'ailleurs, c'est un nouveau site Internet que tu as fait ou c'est un... Il est toujours de plus en plus nouveau, mais le site c'est josianecaronsanta.com et c'est là que vous pouvez trouver toutes les mini-formations gratuites que je fais chaque semaine et les formations aussi plus avancées si vous désirez en apprendre plus sur les stratégies, la perspective de l'ergothérapie. Super. Ouais. Vous comprenez du coup pourquoi lorsque donc on a échangé et tout sur Facebook, elle s'est proposée mais volontiers en fait de faire un NeuroLive parce que elle s'inscrit aussi dans cette dynamique de vouloir un maximum diffuser des outils, parler de sa profession, donner des solutions, des outils pour les familles, pour les patients. Et du coup voilà, c'est pour ça que c'est parfait, donc c'est pour ça que c'est aussi un plaisir de faire ce NeuroLive avec Josiane aujourd'hui. Mais c'est pas la seule raison non plus, c'est que comme professionnel, on travaille pas toute seule dans notre bulle. Ok, on travaille avec d'autres professionnels. Et ce qu'on fait en ergothérapie, on aborde le développement, le fonctionnement de l'enfant au quotidien, mais on n'est pas les seuls professionnels qui font ça. En fait, tous les professionnels qui travaillent en pédiatrie travaillent au niveau du développement et du fonctionnement de l'enfant. Et dans ce contexte-là, c'est intéressant de partager des stratégies et d'en apprendre aussi peut-être des autres professionnels. Donc c'est pour ça que ça m'intéressait aussi de sortir du monde de l'ergothérapie et d'aller dans le monde de la neuropsychologie. Et pour les gens qui sont davantage sur ma page, moi j'ai découvert NeuroLive parce que Gabrielle m'avait approché pour faire ce live-là, mais j'ai découvert aussi que dans son groupe NeuroLive, toi, chaque semaine, tu reçois quelqu'un et tu parles de sujets touchant le développement, le fonctionnement de l'enfant, d'un point de vue neuropsychologique ou autre, et c'est extrêmement éducatif. Alors moi, c'est une page maintenant c'est un groupe que je suis, et je vous encourage à aller voir ça et à suivre chaque semaine ce qui se passe là aussi. C'est gentil, merci beaucoup. Effectivement, alors du coup, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc je suis neuropsychologue, j'exerce en France. Et en fait, en France et tout, on a lancé donc le NeuroLive. Donc c'est tous les jeudis de 20h à 21h heure française. Alors maintenant, on fait plus un jeudi sur deux, où en gros, en fait, on parle de différentes thématiques pour pouvoir donner un maximum d'informations, principalement en cas aux familles qui n'ont pas la chance de pouvoir consulter, alors que ce soit en cabinet, à l'hôpital, pour différentes raisons. Mais bon, donc en gros, en fait, on se rend disponible pour pouvoir donc partager un maximum d'informations avec ces familles-là. Voilà. Ok, merveilleux. Alors, on parle d'outils sensoriels? C'est parti, c'est parti. Il y a plein de choses. Là déjà, en fait, du coup, de ce que vous pouvez voir, on a de la chance. Alors là, vraiment, il y a énormément déjà d'outils. On va peut-être les présenter, Oui, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Parce que c'est pas une séance de magasinage seulement. C'est pas télé-shopping. L'idée, c'est que les outils sensoriels,
ce sont ça, ce sont des outils. Et un outil, ben, ce n'est pas bon en tout temps. OK? Donc, j'ai besoin d'un marteau si je veux frapper un clou, mais si j'ai une vis devant moi, ça ne fonctionnera pas. Et ce qu'il faut se dire d'emblée, c'est que un outil sensoriel, ça ne pourra jamais être utilisé sans raisonnement clinique. Ça, c'est la première chose à savoir. Et deuxièmement, ce sont des outils sensoriels. Donc, dès que je parle de sensoriel, je parle de système nerveux. OK? Et l'enfant, ce n'est pas que parce qu'il n'a pas un bon traitement dans son système nerveux qu'il n'est pas disponible. OK? Il y a plusieurs raisons pour un enfant pour avoir une disponibilité qui va être réduite. Hein, tu es d'accord avec moi? Carrément. Un enfant peut être moins disponible pour des raisons affectives, pour des raisons cognitives, il ne comprend pas ce qui va se passer. On peut lui présenter des activités qui ne font pas de sens, qui sont trop difficiles. Il peut être simplement fatigué, malade. Il peut avoir plein de raisons. Et c'est pas parce qu'un outil, puis c'est ça qu'on va discuter aujourd'hui, c'est que un outil a un potentiel. On va voir leur potentiel, on va dire neurosensoriel. Comment il peut faire un impact sur le système nerveux et ce que ça pourrait apporter. Mais ça ne pourra pas nécessairement apporter ça à un enfant qui n'a pas de difficulté nécessairement avec le traitement sensoriel cette journée-là ou dont la non-disponibilité relève d'une autre raison. Alors, tu as tout à fait raison, en fait, du coup, de préciser ça. Effectivement, en fait, tu recadres en disant que clairement, là, aujourd'hui, quand même, en fait, on va parler de la disponibilité, finalement, en fait, de l'enfant en séance. Comment optimiser un maximum ce temps de rééducation avec l'enfant en s'assurant que, du coup, l'enfant va être disponible par rapport à ce qu'on cherche à lui faire apprendre ou là où il veut progresser. Et c'est dans ce cadre-là que du coup toi en tout cas tu utilises certains outils sensoriels pour, alors du coup là tu fais le lien avec de la neuro pour activer certains circuits finalement en fait neurologiques parce que ça permet aussi de pouvoir favoriser les apprentissages. Oui, c'est un peu ça. Donc on fait juste garder ça en tête avant d'aller plus loin parce que les outils ne fonctionneront pas en tout temps sur tous les enfants et même sur un même enfant d'un contexte à l'autre. Oui. Alors, c'est des gros, ça dépend. Et il y a plusieurs autres stratégies sensorielles et non sensorielles qui peuvent aider. Donc, il n'y a rien de magique. OK? On enlève notre cape de super-héros ou de baguette magique. C'est pas parce que j'ai acheté tout ça que maintenant, les enfants doivent bien fonctionner. On s'entend là-dessus? Oui, carrément. OK. Alors, il y a des outils qui sont davantage sensoriels, comme je le disais. Donc, quand on parle d'outils sensoriels, on parle des sens. Et l'idée, c'est que le système nerveux se régule, entre autres, avec de l'apport de stimulation sensorielle. Et certains outils peuvent en procurer. Fait que si on va dans la sensation tactile, le sens du toucher, si on veut. C'est ce que j'ai utilisé d'emblée tantôt. Je suis allée vers une petite balle qui se coince. OK? Alors, des objets qui se serrent, j'en ai quelques-uns. Et ils sont différents, ils ont des caractéristiques différentes. Et quand ils ont des caractéristiques différentes, ils vont avoir des impacts différents. J'ai 3 paniers parce que je me suis amusée à classer mes objets. D'emblée, on pourrait dire que c'est tous des objets qui se manipulent sensoriels, mais je me suis amusée à les classer dans 3 différentes catégories. OK? Donc, il y aurait les objets qui sont plus sensoriels, dans le sens que je squeeze une balle et ce que ça fait une pression dans la paume de ma main et pour différentes raisons, ça va calmer mon système nerveux. OK? J'ai un petit objet qui va vibrer ici si on appuie par-dessus. Ça aussi, pour des raisons sensorielles, ça peut être apaisant pour certains enfants. Est-ce que moi je peux toucher à tous ces objets? Ben oui, vas-y. C'est super tentant en fait. Et en passant, lorsqu'il s'agit de vibration, un petit truc intéressant, c'est que parfois certains enfants ne seront pas disponibles parce qu'ils ne sont pas bien dans leur corps. Et ils ne seront pas bien dans leur corps parce qu'ils n'ont pas une bonne perception de leur corps. Alors, à ce niveau-là, un outil qui donne de la vibration va intensifier les messages qui proviennent du corps et l'enfant va se sentir mieux et par conséquent,
pour être plus calme et disponible. Est-ce que de toi-même, tu peux parfois, par exemple, prendre les devants et tu sens que l'enfant, il est justement, il va être anxieux et en plus, tu vois, il est pas bien et tout dans son corps. Est-ce que tu peux, par exemple, de toi-même, en fait, lui mettre ça exprès, tu sais, sous les yeux? Parce que tu sais que de lui-même, il va pas aller vers ces objets-là parce que justement, tu sais, il est pas bien, en fait, il a pas vraiment confiance. Et donc, c'est-à-dire que c'est de toi-même qui, tu fais le premier pas, en fait, et tu l'incites à prendre des objets qui vont, in fine, lui procurer du bien. On peut faire ça? Oui, on peut faire ça. Quand l'enfant est nouveau pour nous et qu'on ne le connaît pas, c'est une bonne chose de ce qu'on peut faire où on peut avoir les objets disponibles et si l'enfant le voit, il va pouvoir peut-être tenter l'utilité. Mais on peut faire beaucoup d'observations aussi. Donc, au fil du temps, on apprend à reconnaître ce que le corps de l'enfant semble chercher. Alors, toi, en ce moment, tu sembles disponible et attentif. Mais si je te verrais toucher à toutes sortes de choses, à ta chemise et tout ça, ben oui, je pourrais peut-être te donner quelque chose à manipuler. Ça pourrait te recentrer. Et si je reviens aux catégories de panier ici, c'est que dans mon premier panier, j'aurais des objets qui sont plus, on dirait, moins intéressants autre que sur le plan tactile. Par exemple, une petite pochette ici que je manipule. Je peux la regarder un peu. La première fois que je la vois, c'est brillant, somatique. Mais sinon, c'est facilement un objet que je peux garder sous la table qui va moins me déranger. OK? Alors, je répète la même chose. La première fois, c'est très excitant, mais les autres fois, essaye-le, tu vois, c'est des sensations différentes. Ouais. Ici, j'ai juste un petit morceau de tissu qui est doux. Un autre petit objet ici qui se manipule. C'est sympa ça. Ouais, on peut appeler ça des fidgets. Hein? Tu connais ce terme-là? Non. Non? Comment on voit Fidgeting, c'est un mot anglophone pour dire agitation, si on veut. Fait que c'est des objets qui sont un petit peu ennuyants sur le point pour s'occuper. Ouais. OK? Mais sur le plan sensoriel, ils peuvent occuper les mains et combler certains besoins chez certains enfants. Ça, c'est un de mes préférés. Est-ce que parfois tu observes aussi, parce que bon, tu es ergothérapeute, et est-ce que du coup, parce que bon, comme tu le dis, hein, sur le plan sensoriel aussi, en fait, c'est intéressant de les toucher. Oui. Est-ce que ça t'arrive aussi finalement en fait d'observer comment ils manipulent? Est-ce qu'il arrive ou pas en fait au niveau vraiment moteur, au niveau de la motricité fine, à jouer, à exploiter un maximum ces objets? Ou non? Informellement, oui, mais c'est sûr qu'en tant qu'ergothérapeute, la motricité fine, c'est souvent quelque chose qui soit va faire partie de notre motif de consultation qu'on considère en tout temps et on va avoir tellement d'activités ou même dans nos bilans, nos évaluations où on observe la motricité fine. J'ai moins tendance à le faire formellement, mais peut-être pour un autre professionnel, ça peut vous donner des indices. Si je te donne cet objet-là et que tu ne trouves pas quoi faire avec. Si par exemple je suis là alors qu'il faudrait appuyer exactement, sur les... ça pourrait peut-être te questionner. C'est vrai, mais je le fais. Ouais, exactement. Même par exemple, nous, clairement par exemple, même lors d'un bilan, s'il faut après à la fin d'un test refermer une boîte, je vais faire exprès, en fait je vais dire à l'enfant, je vais dire est-ce que tu veux bien ranger tous les cubes et puis refermer la boîte, juste pour voir en fait comment il va faire, alors que c'est pas un vrai test, mais c'est simplement en fait pour observer un petit peu comment il se débrouille au niveau de la motricité. Alors, tout à fait. Fait que ce type d'objet-là, ça en est un autre qui peut aider aussi avec la perception du corps. Oups! Ça peut arriver. Est-ce que tu peux observer ma mauvaise motricité? Et il y en a aussi pour les doigts. Ah. C'est un peu loin peut-être de la caméra, je ne sais pas si les gens voient. Alors c'est pas des Swarovski, hein. C'est pas des bracelets. Non, mais c'est de l'acupression. Ok. Moi j'ai acheté ça dans un contexte d'objets pour les massages. Okay? Mais si on sent c'est ça. Et dans le fond, le type d'enfants qui vont bénéficier d'objets à manipuler comme ça, c'est souvent des enfants soit qui vivent un peu d'anxiété et qu'ils ont, on a tous, quand on fait des présentations, là, des exposés oraux, on a besoin de tenir quelque chose, on n'est pas bien avec les mains vides et ça, ça occupe les mains et on peut structurer l'enfant en lui disant peut-être sous la table pour que ça soit moins distrayant et habituellement ils ne font pas de bruit. Donc les objets dans le premier panier seraient plus des objets comme ça. OK? OK. Ouais. Dans le deuxième panier, ce sont des objets plus cool sur le plan visuel.
Et dans ce panier-là, bien, on peut facilement tomber dans la distraction. C'est le fun, OK? Et ce sont des objets qui sont, ils peuvent avoir certains bruits et qui sont idéaux pour des pauses. Tu sais, des fois, on parle de pauses sensorielles. OK, Gabrielle, là, je pense que tu as l'air fatiguée. Je vois que tu participes moins bien que tout à l'heure. Voudrais-tu prendre une petite pause? Et voici un petit panier d'objets pour t'occuper. Okay? Et hop, je prends ça. Tu prends ça. Parce que tu vois qu'avec si tu veux dire quelque chose, tu m'arrêtes. Hein? En fait, moi là, du coup, directement, j'avais une question. Oui. C'est, est-ce que de toi-même, alors parce que tu dis donc, que ceux-là, ils sont plus fun, c'est par exemple, c'est pour la pause. Donc en fait, alors moi, comment en gros j'interprète ça, ça veut dire que c'est plus en gros une récompense que. Peut-être que je me trompe, mais c'est comme ça en fait que je l'interprète. Ça dépend du contexte dans lequel tu l'utilises. On peut offrir un temps de panier comme ça en récompense à un enfant qui a travaillé fort. C'est sûr que ça va être très, très apprécié. Mais en contexte d'ergothérapie, un des objectifs que l'on a très, très souvent, c'est un objectif de régulation. L'enfant doit apprendre à s'auto-réguler, à prendre conscience de ses pertes d'attention, de disponibilité, de contrôle, à reprendre le contrôle. Et comme je viens de faire là, moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup, où je dirais, déjà, je vois que tu gigotes beaucoup, je vois que ta posture est moins bonne que tantôt, je vois que tu me regardes moins dans les yeux. Est-ce que ça se peut que tu es moins disponible, t'es moins attentif? J'ai pas mon petit outil que j'utilise souvent. Et là, je disais, tu sais, on peut peut-être essayer quelque chose, parce que Josiane, elle n'a pas fini de travailler avec toi pour essayer que ton corps redevienne disponible. Et une des choses, parce que là, il y a plein de choses qui pourraient être utilisées, si je pense que c'est ce qui pourrait aider l'enfant, j'ai un petit panier d'objets ici qui pourraient t'amuser, que tu peux toucher, et en même temps, certains ont des petites particularités. Puis ils peuvent aller dans le jeu symbolique aussi, fait que souvent l'enfant va se faire une petite histoire, si lui, ça l'aide à se reposer. Et ça va l'aider à se recentrer. Et à ce moment-là, je fais un saut sur des outils plus pour gérer le temps. Mais par exemple, je lui dirais, moi j'adore ces sabliers-là. Les connaissais-tu qu'il y a différentes... Non, avec la durée comme ça qui est... tu vois, c'est bien ça. Ça, c'est 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Et moi, j'ai toute la collection, là, ça va jusqu'à 30 minutes. Et c'est sûr, quand on offre une pause, on ne monte pas celui de 30 minutes parce que c'est celui-là qui va gagner. Mais par exemple, je dirais, regarde, on va mettre le sablier et quand le sablier va être terminé, on va redonner le panier à Josiane et on va continuer notre travail. Ça, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal du tout, Ça, c'est pas mal du tout. Et du coup, alors, pardon, mais du coup, en fait, forcément, en fait, donc j'ai une deuxième question. Vas-y. C'est que, en gros, ceux-là, en fait, ils sont plus fun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce que, en gros, en fait, c'est possible qu'un enfant ne soit pas sensible au premier panier, parce que finalement en fait il n'y a que un intérêt tactile, mais finalement en fait justement il n'y a pas le côté fun, il n'y a pas le côté où on peut en fait penser à des histoires, et ça t'arrive en fait d'essayer avec ça, il est pas réceptif, et du coup tu te dis ok il va plus être réceptif à ça. Mais ça va dans l'analyse de ce qui va combler les besoins de l'enfant. Et à la base de ça, c'est l'analyse de pourquoi cet enfant-là n'est pas disponible. Si c'est un enfant qui est fatigué, je vois que tu as beaucoup donné tantôt dans ton introduction et là, je te sens épuisé. C'est un petit peu un panier de ressourcement. Dans le fond, tu t'en vas jouer, mais en même temps, tu es un enfant qui a des besoins tactiles parce que j'ai appris ça de toi et ça peut combler 2 besoins en même temps. Si on donne le panier le fun à un enfant qui n'a simplement besoin que de canaliser un peu d'agitation motrice, ça risque de le distraire parce que c'est trop le fun à regarder. On peut pas dire à un enfant manipule ça sous la table. C'est fait pour jouer et c'est ça. Donc il faut savoir donner au bon moment. Tu as vu celui-là? Moi j'adore ça. C'est un petit tronc d'arbre et à l'intérieur il y a un petit paresseux. Et on a... T'as de la chance, du coup, il n'est pas encore perdu, le paresseux. Non, mais il y a 2 paresseux dans l'outil et un a déjà perdu un bras. Ah, voilà. OK? Et celui-là, c'est un cube de fromage et c'est des souris à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Mais tu vois qu'on peut s'occuper longtemps avec ça et ça ne va pas du tout aider la disponibilité de l'enfant, au contraire. Mais on peut l'utiliser pour des objectifs de motricité fine ou d'autres choses ou pour une pause.
Okay? Ouais. Donc, les Selon le cas, objets c'est vraiment plus. sont davantage je comprends. idéaux en contexte de pause. De pause. Et si je reviens au troisième panier, c'est avec celui-là que j'avais commencé en fait, c'est qu'ici, il peut avoir vraiment davantage un potentiel pour combler des vrais besoins sensoriels, pas simplement un besoin d'agitation ou de manipulation. OK? Ok. Certains enfants peuvent, c'est beaucoup plus fréquent en autisme, peuvent devenir surchargés par toutes les conversations et le système auditif va aimer avoir une sorte de pause où les bruits ou les stimulations vont devenir répétitives. Ouais. Et à ce moment-là, par exemple, nos bonnes vieilles bulles, ça. Là, si on s'entend que ça peut combler les besoins de l'enfant, possiblement très irritant pour les gens autour, il faut considérer ça aussi. OK? Et ça, ouais, il y a aussi beaucoup d'adultes, hein, ça qui dès qu'ils en éclatent un, ils veulent tous les éclater. Et j'en ai un autre qui est très populaire aussi. Ah, celui-là, je l'ai vu justement sur Instagram. Oui, c'est ça. Ouais. Ça m'a inspiré ce matin de mettre ça sur Instagram. Les enfants l'aiment beaucoup, mais le bruit, une des choses qu'ils aiment, selon moi, c'est pas juste le fait que ça se déforme et qu'on peut s'amuser avec, mais c'est le bruit. OK? Ça attire beaucoup d'enfants. Donc, au niveau auditif, certains enfants peuvent apprécier ces petits clics-là. C'est pas juste que les jouets sont mal faits et que, comme celui-là, il fait le bruit aussi. OK? Alors là même en fait on revient finalement en fait juste au principe même de développement où finalement c'est comme par exemple les jouets les plus populaires pour les enfants. Alors là on sort même du contexte de prise en charge. Normalement les jouets par exemple les plus populaires ça va être les jeux où tu appuies sur un bouton et ça fait de la lumière et ça fait un bruit et puis même par exemple parfois il y a de l'odeur et tout et justement en fait ça active plusieurs sens. Finalement en fait c'est ça, on a commencé par le toucher. Mais là, par exemple, là, tu vois, tu parles du bruit, et finalement, en fait, en gros, c'est en touchant qu'il y a un bruit, et tout ça, en fait, c'est davantage et davantage stimulant pour l'enfant. Donc c'est. Oui, mais je n'irais pas dire que ça a exactement la même fonction de l'attrait des jeux d'action-réaction avec des lumières. C'est sûr que c'est impressionnant pour l'enfant, mais là, c'est beaucoup plus dans le bruit simple, rythmé, répétitif, que c'est intéressant. Et certains enfants. Encore souvent dans le domaine de l'autisme, vont avoir de la difficulté à lier ou combiner des sensations dans deux sens en même temps. Par exemple, un objet dans lequel je peux pousser et qu'il se passe un bruit en même temps, ça me force et en même temps, ça me force à traiter l'auditif et mon visuel et mon tactile en même temps. Tu vois, trois sens. Ouais. Et le faisant une fois, le système nerveux n'est pas prêt à le faire. Mais en le faisant plusieurs fois, de plus en plus, le système nerveux apprend à combiner ces sens-là. Donc, c'est éducatif. Et c'est sûr qu'on parle de régulation, mais le corps, le cerveau, le système nerveux aime apprendre. Et si c'est quelque chose ça lui apprend quelque chose, il va vouloir le refaire et ça va être régulateur pour lui. OK? Alors, c'est plus dans cette optique-là qu'on l'utiliserait dans un contexte de régulation que de jeu, mais les jeux d'action-réaction, c'est sûr que c'est super agréable aussi pour les tout-petits. Et finalement, même en fait, en fonction du niveau de l'enfant, finalement, même ces outils-là qui peuvent permettre à rendre disponible davantage et tout l'enfant lors de ta prise en charge, ça peut aussi finalement, mais parce que tu as employé le terme d'éducatif, de jeu éducatif, c'est vrai que par exemple un enfant qui alors en fait va appuyer par exemple là-dessus mais sans regarder, du coup va avoir le bruit, on va lui apprendre en fait du coup à regarder où est-ce qu'il met le doigt et comme ça ça va travailler tout simplement en fait la précision visuomotrice aussi. C'est le fun les différents points de vue. Parce que dans le fond, moi ce que je vais faire d'abord c'est interpréter que si l'enfant ne regarde pas en même temps, c'est que c'est trop difficile pour le système nerveux de le faire. Et je vais justement lui présenter des objets qui, à force de le faire, le système nerveux va être de plus en plus à l'aise et tenter d'orienter. Et c'est ça, c'est pas toi qui vas éduquer l'enfant, c'est l'activité qui va être éducative pour le système nerveux de l'enfant. Mais toi, comme éducateur, tu peux lui donner l'objet aussi. Mais c'est souvent pas un problème de précision visuomotrice à cette étape-là, c'est un problème de gestion. Plusieurs choses à gérer pour... Oui, multisensoriel.
Dans ce panier-là aussi, bon, j'ai de la pâte à modeler ou un autre type de... C'est un peu comme sèche, une pâte à modeler sèche. C'est doux, c'est plus doux. Et celle-là ici, il y a des odeurs aussi. OK? Et je rappelle qu'on est dans le panier où on peut avoir des vrais impacts. Et certains enfants vont répondre bien aux odeurs. Tu dois savoir, dans le fond, que les odeurs, c'est une des sensations les plus rapides pour affecter l'état du système nerveux à la hausse ou à la baisse. OK? Fait que si c'est une odeur que je n'aime pas, rapidement, ça va me désorganiser. Et c'est une odeur, moi, tu me amènes une odeur de café et tout d'un coup, je suis disponible, je suis de bonne humeur, ça va bien. Et certains enfants, la pâte à modeler, entre autres les enfants qui ont tendance à manger encore la pâte à modeler, il y en a qui vont la manger pour d'autres raisons, mais il y en a d'autres, c'est parce que c'est l'odeur qui est attirante et le goût, l'olfaction, ça fonctionne ensemble. Ils vont manger parce qu'ils sont attirés par l'odeur aussi. C'est une odeur qui leur fait du bien, mais ça c'est un autre sujet où on pourrait parler de partir à la recherche des odeurs qui sont régulatrices pour l'enfant parce que c'est pas toujours des odeurs évidentes. Donc, les odeurs, ça peut avoir un potentiel pour ça aussi. Des choses plus lumineuses, OK? Pour les enfants qui apprécient les stimulations visuelles. Dans le même contexte qu'on parlait de stimulation auditive, répétitive, à observer, rythmer, ce genre d'outil-là va avoir la même fonction aussi. Les sabliers, je les utilise souvent pour réguler les pauses et tout ça, mais beaucoup d'enfants vont aimer voir le sable tomber. Ça canalise en fait. Oui. Puis l'idée de base, c'est que quand un enfant commence à être surchargé et que c'est pour ça qu'il n'est pas disponible, quand il est surchargé sensoriellement, OK? Pas nécessairement émotivement, même si ça peut arriver en même temps, le système nerveux va dire « Donne-moi des choses faciles à traiter, répétitives et qui vont me réorganiser. » OK? Et on peut avoir ça autant dans l'auditif, le tactile que le visuel. Alors, ce genre d'outil-là peut servir à une fonction comme ça. Mais ça, c'est très bien parce qu'en plus, là, beaucoup, tu présentes des objets et tout que chacun d'entre nous, en fait, on peut acheter, alors que ce soit professionnel ou parents. On peut très bien, en fait, acheter tout ça en magasin et du coup, s'en servir, en tout cas, pour justement, donc, encore une fois, pour travailler ou en tout cas pour rendre plus disponible l'enfant lors de la prise en charge, lors de la séance en cas de travail. Je veux dire, ça, c'est pas des objets difficiles, comment dire, on pourrait trouver difficilement, c'est assez facile. On peut les trouver dans n'importe quelle boutique, normalement. Oui, de plus en plus. Il y a des boutiques spécialisées qui vont vraiment, entre autres, se spécialiser à avoir beaucoup de choix. Tu sais ce que j'ai pas mentionné tantôt que je prévoyais faire parce que je présente beaucoup d'équipements et je suis pas mal certaine que j'aurai pas le temps de présenter tous les équipements non plus. Et moi, je suis très organisée, j'aime beaucoup les aides-mémoires. Puis je me suis dit, je pourrais peut-être faire une petite liste aide-mémoire. Alors, je vais essayer de vous ressortir ça. Super. Et si ça vous intéresse d'avoir cette aide-mémoire-là, ce que je vais faire, c'est que j'envoie une infolette chaque semaine avec mes nouvelles ressources et je vais la mettre dans l'infolette de la semaine prochaine, le week-end prochain. Super. Mais du coup, effectivement, en fait, tu as beaucoup de choses. Une question. Parce que du coup, donc, alors, il y a plein d'objets, il y a plein d'outils. Est-ce que du coup, moi je me mets par exemple à la place d'un parent tout qui est en train de regarder le NeuroLive. Du coup, je me dis chouette, je peux aller acheter plein de choses éventuellement pour rendre plus disponible mon enfant. On teste de nouvelles choses ou alors est-ce que si on sait que l'enfant justement aime l'odeur de la vanille, on va aller acheter par exemple quelque chose on sait qu'il aime. On va aller plus vers les centres d'intérêt quand même de l'enfant. Comme ça, on est sûr que du coup ces choses-là vont pousser l'enfant soit en tout cas à se canaliser, soit comme tu avais dit par exemple ici et tout, à le garder motivé pour reprendre le travail. Et du coup en fait c'est pas non plus au hasard qu'on achète les objets. On va quand même en fait aller vers des objets qui sont que l'enfant on sait que voilà on prend pas non plus trop de risques. Oui, parce que ça peut être dispendieux. C'est des outils qui sont intéressants. Mais dans le meilleur des mondes, l'enfant va rencontrer une ergothérapeute ou un ergothérapeute. Et les ergothérapeutes ont beaucoup dans leur répertoire de matériel, un peu de tout. Et c'est en essayant
que l'enfant va pouvoir nous dire ou on va observer si ça fonctionne. Parce que comme je disais tantôt, un outil peut être très très apprécié de l'enfant, mais ne pas du tout l'aider dans sa disponibilité. Et c'est pas parce que c'est le plus beau, le plus coloré que ça va fonctionner. Comme je disais, il n'y a rien de magique. Et si la problématique ne relève pas, la problématique de disponibilité ne relève pas d'une problématique sensorielle, ça se peut que ça n'aide pas au-delà de plaire à l'enfant et de lui donner des pauses. OK? On a parlé de tactile, un peu de visuel. J'ai parlé minimalement de parfois l'enfant est surchargé. Et il y a les coquilles aussi qui peuvent être procurées à l'enfant. Je voulais juste mettre une petite bémol sur les coquilles parce que lorsqu'un enfant a tendance à être surchargé sur le plan auditif, il risque fort d'apprécier les coquilles. Il faut faire très attention. Moi, je suggère de ne jamais procurer des coquilles à un enfant sans avoir vérifié avec un professionnel, soit un ergothérapeute ou un audiologiste ou un orthophoniste qui peut nous outiller davantage sur le profil auditif de cet enfant-là. Parce que l'enfant va vouloir les mettre et on peut les mettre trop et on peut aggraver beaucoup un problème. Donc, j'aimerais toujours que ça soit encadré par un professionnel. Là, je ne parle pas d'un enfant de 11 ans en classe régulière qui a peut-être une petite fragilité au niveau de l'attention, qui sait que ça va l'aider temporairement pendant un examen. Ça, c'est correct. Mais pour tous les enfants où on a vraiment des plus grosses problématiques et qui comprennent pas dans le fond tout à fait la fonction de l'outil et qui pourraient être susceptibles aussi à ne pas vouloir redonner l'outil, c'est vraiment important de consulter un professionnel pour faire ça. J'avais le goût. Avais-tu une question? J'ai une question. Alors celle-là, je vais la garder pour la fin. Mais oui, je la garderai pour la fin. J'avais le goût de passer vers des sensations un petit peu plus internes. OK. Je vais vous parler de proprioception. Est-ce que tu sais ce que c'est? Oui. Alors, la proprioception va d'emblée permettre au système nerveux de déclencher des hormones qui vont être calmantes pour le système nerveux, apaisantes. On connaît tous l'effet d'un massage sur nous, entre autres. La pression profonde qui est appuyée fort, dans le fond, c'est une sensation tactile profonde. Et la proprioception, pour distinguer un petit peu, ça provient des muscles et des articulations des ligaments lorsqu'ils sont étirés et contractés. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, mais pour la conversation d'aujourd'hui, c'est correct si on les mélange. Alors, ceci est une peluche, un toutou, communément appelé toutou lourd. Toutou pesant. Non, celui-là, c'est un Manimo. Mais il y a différentes compagnies, il y a différents noms. Mais c'est pour ça que je montre celui-là parce que j'en ai plusieurs à la clinique, mais je vais l'appeler Toutou lourd parce qu'il existe d'autres compagnies aussi qui fabriquent des équipements comme celui-là. D'accord. Et ce que c'est, dans le fond, ça procure de la lourdeur qu'on peut placer à l'endroit qui nous fait du bien, souvent sur les cuisses, parfois autour du cou. Il existe différentes formes. Donc, si c'est les épaules, toi, qui te font du bien. J'ai de la chance, c'est pas un vrai. Parce que moi, les serpents. Ben non. Et une grenouille. Donc, plein d'animaux. C'est pas juste pour donner de la variété, c'est qu'ils ont différents poids. Celui-là, je pense qu'il est 2 livres. Celui-là, 3. En tout cas, lui, il est 5. 2, 3. 2,5 peut-être, quelque chose comme ça. Donc, lui, il est pas mal plus lourd. Et l'idée, c'est que ça peut apaiser de l'avoir sur nous. Et quand on en a plusieurs, on peut se faire une belle pause de relaxation avec de l'apesanteur. Mais il faut faire, encore une fois, attention aux facteurs sécurité, le poids de l'enfant. Moi, je préfère, quand on utilise ces objets-là, dans le fond, que l'enfant se choisisse et sache ce qu'il fait, puis on le supervise. On n'impose jamais. À partir de quel âge, justement? On va dire à partir de quel âge on peut l'utiliser pour un enfant? Mais vraiment, tu sais, pour ce bienfait-là, du poids. Pas le côté, oui, c'est un animal, mais vraiment le poids. C'est une très bonne question. Je pense que au niveau sécurité, il faudrait faire attention en bas de 3 ans.
ils sont quand même assez résistants, mais ça peut arriver, je pense que si on les mord, que ça... Il y a des... À l'intérieur, ouais. Ouais, mais c'est ça. Je suis pas certaine. Mais au niveau sécurité, faudrait voir avec les fabricants. Mais au niveau de procurer les stimulations, je pense que quand l'enfant est capable de transporter, de placer sur lui et de l'enlever de lui-même, c'est quelque chose qui peut être utile. Mais on s'entend que ça peut être passif, donc comme on a dit, on le laisse sur nous. Ouais. Et ça peut être aussi actif, donc le transporter. Et quand on le garde juste sur nous, c'est là qu'on va bénéficier de pression profonde. Mais si on se met à le transporter, là, la pression profonde, finalement, elle est simplement dans notre main. On n'en a pas beaucoup, mais j'ai beaucoup de sensations dans tous mes muscles de mon corps, et même au complet, parce que là, c'est lourd. Donc, tout déplacer mon corps va être plus lourd, mes bras vont travailler fort. Et quand on a la combinaison de la proprioception, la pression profonde, on a plus d'effets calmants. 10 minutes à peu près qu'on pourrait voir un impact si ça aide l'enfant. Okay? Donc, l'effet d'avoir envoyé quelques hormones, neurotransmetteurs apaisants, on pourrait voir un impact à peu près en 10 minutes. L'impact peut durer une vingtaine de minutes si on est en passif. Donc, une fois qu'il est ici, ça peut durer à ce moment-là. À un moment donné, le corps va s'habituer. C'est comme si le corps se réajuste au fait que j'ai un nouveau poids. J'ai pu, comme si j'avais gagné du poids soudainement, j'ai 5 livres de plus, le corps s'habitue et j'aurais plus l'impact de la pression profonde comme telle. Fait qu'à ce moment-là, c'est pas grave si l'enfant le garde plus longtemps, parce que comme c'est un toutou, les enfants, aussi au niveau affectif, ça peut être rassurant, ils peuvent l'aimer. Et tactilement parlant aussi, les petites billes, certains enfants vont aimer les serrer et les manipuler. Ben justement, alors, du coup, alors moi c'était ça en fait ma question. Tous ces objets et tout, c'est pour permettre et tout de rendre donc plus disponible l'enfant pour la prise en charge. Imaginons que donc on tombe et tout face à un enfant qui en fait ne veut pas se défaire de ce jouet. Ça peut arriver ça aussi. On lui donne ça, mais en fait du coup il aime trop ça et en fait il veut garder ça et en fait on le perd totalement. On perd totalement. Comment en fait on peut faire, que ce soit en fait en tant que professionnel ou en tant que parent, pour que ça reste en fait un objet alors de plaisir, mais qui est là plus en fait pour faire pour permettre à ce que ce qui doit être travaillé réellement soit travaillé et ne pas finalement en fait le distraire, parce qu'en vrai on peut très bien aussi distraire en fait un enfant avec ça et du coup en fait il laisse tomber totalement en fait la séance d'ergo et il se dit mais moi je suis j'ai un nouvel ami et je vais garder celui-là. Ça arrive souvent en séance. Mais je dirais que ça arrive moins en séance d'ergo parce que tout est dans l'art de s'assurer qu'on propose les bons outils aux enfants et des outils qui vont vraiment les aider, et dans le contexte où l'enfant, s'il en est capable, va comprendre pourquoi on lui donne l'outil. Structurer avec des minuteries visuelles peut aider. Mais si c'est un outil de régulation, moi j'aime qu'il soit bien choisi et j'aime qu'on ne l'enlève pas de l'enfant. En tout cas. Ça serait comme, vous savez, quand les enfants sont tout petits, on leur donne une suce pour la régulation, beaucoup de stimulation orale, on lui dit pas au bébé de 9 mois, j'enlève ta suce, il a sa suce et on va lui enlever quand il n'en a plus besoin, il semble calme, mais s'il pleure, il veut la garder, on lui laisse. On n'enlève pas une doudou à un enfant parce que c'est son soutien affectif. Donc c'est la même chose, si toi ça t'aide, ça dépend de la fonction. Si c'était une pause où là, oui, on la structure et on l'enlève. Mais si vraiment ton système nerveux, toi, est très anxieux, est très agité et que ça t'aide, je devrais le laisser disponible, cet outil-là, pour toi. J'aime pas enlever quelque chose qui est aidant. Ouais, je comprends. Parce que dans le fond, ça devient palliatif. Je mets des lunettes pour voir mieux. C'est pas une récompense. Puis c'est pour ça qu'il faut choisir les bons outils pour pas avoir à les enlever ou à gérer des comportements qui vont à l'encontre de ce qu'on voulait acquérir avec ça. Ouais, comme ça en fait on garde une bonne relation thérapeutique avec l'enfant, une relation de confiance et finalement donc l'enfant va être disponible pour la prise en charge et en même temps il a aussi son objet
qu'il apprécie. Ouais. Et comme ça, on garde une bonne relation avec l'enfant. Mais on s'entend que c'est des outils. Oui. C'est des outils seulement. Et quand on est dans le ici maintenant, on essaie de faire une séance avec un enfant en clinique ou à la maison, une séance de devoir. On veut fonctionner dans le ici maintenant et peut-être qu'un de ces outils-là peut aider, mais la problématique de base en dessous de ça, c'est l'enfant des vraies fragilités attentionnelles, des vraies faiblesses de son processus sensoriel et tout ça. Il faut aller les évaluer avec le bon professionnel et travailler ces choses-là aussi. Ça n'enlève pas la pertinence d'un bilan en neuropsychologie ou en ergothérapie, mais ça peut fonctionner, donner un petit peu plus de fonctionnement dans le ici maintenant. Ouais. OK? Comme le temps file, je vais vous présenter quand même quelques autres types d'outils. Carrément, bien sûr. Et pour qu'on ait le temps de faire quelques questions aussi. Ouais, parce que j'en avais à apprendre un peu. Mais... Non, oui. J'ai parlé en début de présentation de vibration. Ouais. Moi, un coup de cœur que j'ai, c'est ces coussins-là qui vibrent quand on les comprime. OK? Ah ouais. Alors, on peut s'asseoir dessus. T'as envie d'essayer? M'asseoir dessus? Ah ouais. Oui, c'est vrai, ça vibre. Attends. Certains enfants vont s'asseoir dessus, rester assis dessus toute la séance. Et ça va mieux vibrer? C'est... Ouais. C'est quelque chose, hein? Ouais. Donc, l'enfant qui apprécie ça, c'est parce que vraiment, il y a un besoin là, dans son corps. OK? Encore là, à mieux comprendre. On peut simplement s'appuyer dessus. Ouais, ce qui est bien, c'est que peut-être qu'on n'en veut pas en tout temps. Ouais. Et je me redresse un petit peu, j'en ai moins. C'est vrai. OK? Il y en a différentes formes. Et encore là, il y en a qui sont plus tactiles, on peut avoir un peu plus, mais aussi très distrayants. Ça, c'est là que ça accroche sur une corde. Et ça, limite, ça, c'est fashion. Oui, c'est fashion, c'est ça. Mais ça peut aider. Le bruit, par contre, n'est pas adéquat dans tous les contextes. Alors après, il y a le côté, je sais pas en fait comment ça se passe et tout au Québec pour les écoles. Parce que je sais par exemple, tu vois, en fait en France, certains enseignants vont accepter que l'enfant, typiquement en fait, il est, alors là peut-être que tu vois, je saute une étape, mais il est en fait un objet qui va l'aider en fait à davantage se concentrer, à être davantage disponible et tout en classe. Parce que par exemple ça, tu vois, on est d'accord que ça dérange pas trop les autres élèves. Non. Bon après ça, oui, ça c'est autre chose. Mais lorsqu'on est avec des enfants qui ont peut-être des défis développementaux plus grands et qui sont dans une classe spécialisée, c'est très très accepté. Ça fait partie du mobilier de ces classes-là, souvent, en tout cas au Québec. Donc c'est bien à considérer. On a des coussins. D'air, vous avez peut-être déjà entendu parler de s'asseoir sur un ballon d'exercice. Même fonction un petit peu. Avec ce coussin d'air-là, va permettre à l'enfant de faire des mouvements. Oui, tu t'assois dessus. Et des petits mouvements discrets. Ah ouais. OK? Et bien qu'on peut travailler avec des outils comme ça pour travailler du développement postural. Si on est seulement dans un défi, par exemple, de disponibilité, c'est que certains enfants, les enfants avec un TDAH souvent, vont avoir besoin de bouger, mais on ne peut pas bouger tout le temps. Et on ne peut pas tout le temps prendre des pauses. Et ça leur permet de bouger discrètement pendant qu'on fait une discussion ou du travail à la table. Même chose que si on serait assis sur un gros ballon. Puis il existe différentes formes qui peuvent permettre ça aussi. Celui-là a davantage des bénéfices pour les composantes posturales. Les enfants qui ont de la difficulté à rester assis droit, ça va aider à relever le bassin un petit peu. Mais autrement, ce qu'on discute aujourd'hui, c'est surtout le mouvement qui va être aidant. Bien que lorsqu'on est à la table, un enfant qui a des grosses problématiques avec son contrôle postural et beaucoup de faiblesses, c'est dur d'être disponible quand tu n'es pas bien. Puis que donc, d'aller chercher des bons équipements qui peuvent aider à améliorer la posture et permettre des petits mouvements, ça peut être gagnant. Ça, c'est typiquement en fait, des choses à acheter pour les utiliser à la maison, même pour, comme tu le dis, hein, par exemple, voilà, je fais des devoirs. Au repas aussi. Oui, au repas, ouais, carrément. Combien d'enfants ont de la difficulté à être disponibles pour la durée du repas? Et regarde, tire à ta droite, il y a un tabouret vraiment génial que je me suis procuré récemment. OK? Et je vais te demander de t'asseoir dessus pour... Prends des risques. Assieds-toi. Et là, je te descends un petit peu. OK. Bon. Alors là, tu peux bouger. Ah ouais. Même chose.
Et ça aussi, c'est hyper discret. Comme les coussins, ça te permet de bouger un peu et de te garder en mouvement sans que ça dérange trop les gens autour. C'est génial. C'est vraiment, vraiment le fun. Ah ouais. Et celui-là, il est ajustable. Donc, pour les grands ou les petits, là, on peut s'assurer de toujours avoir une bonne ergonomie puis que les pieds soient au sol. OK? En clinique, c'est sûr qu'en ergothérapie, on a accès souvent à des équipements suspendus. Comme là, ici, j'ai une sorte de poche et j'ai mis ma poupée dedans. OK? Parce que les stimulations vestibulaires, qu'on appelle le mouvement, qui va stimuler le système vestibulaire, quand c'est calme, rythmé, qu'on peut combiner aussi avec de la musique douce, ça peut être extrêmement calmant. Ou l'inverse, hein, un enfant qui a un système nerveux qui s'endort, qui a besoin de stimulation, ben, une petite période où on s'amuse là-dedans, ça peut aider beaucoup la disponibilité. On s'entend qu'on n'a pas ça à la maison ou dans les autres cliniques. Mais il faut garder en tête que ça existe et que c'est des choses qui peuvent aider beaucoup certains enfants. Mais c'est vrai que alors, du coup, ça passe réellement par les. D'ailleurs, tu avais commencé par ça. En fait, finalement, le fait d'observer aussi, tout simplement l'enfant pour peut-être, idéalement, en fait, anticiper même clairement ce qui va lui être utile. Et comme ça, on perd pas de temps et en fait, on lui propose directement les outils et on sait qu'il va être réceptif à ça et du coup, après, il va être disponible. Mais ça passe par cette phase, en fait, d'observation. D'observation, de l'enfant, Parce qu'en somme, il est possible que l'enfant ait des besoins dans son corps et il est possible que certains objets, matériels, équipements comblent ses besoins. Donc, ça vaut la peine de faire de l'essai-erreur et d'essayer. Bien sûr qu'il ne faut pas que les erreurs soient trop dispendieuses. C'est là que c'est difficile parce que on peut pas. Parfois, on peut essayer les objets dans le magasin, mais tant qu'on ne l'a pas essayé dans le vrai contexte, si on n'est pas en train de faire des devoirs, on ne peut pas vraiment voir si ça va fonctionner. Okay? Et alors du coup, par exemple là par rapport à certains objets et tout, on parlait d'âge, on va dire, où il faut, par exemple là, on avait dit que c'était à partir de 3 ans à peu près là, pour les peluches. Là. Ben, à vérifier là, avec les fabricants, mais moi je pense qu'à partir de 3 ans, c'est un outil vraiment sécuritaire et intéressant. Et je pense que de l'autre côté, en fait, on peut se dire que finalement, en fait, il n'y a même pas vraiment de limite d'âge. Finalement, en fait, parce que même bon là on parle des enfants, mais en fait même les adultes. Ouais, à 40 ans. Voilà. Non mais voilà, par exemple, on a d'autres outils qui vont être plus, on va dire, qui vont être socialement plus acceptés. Le fait de tripoter un crayon, le fait de. Mais c'est ce qu'on fait adulte. C'est ça, et ça du coup socialement en fait ça passe mieux que si je suis là à jouer avec de la pâte à modeler en plein réunion. Ben, tout à fait, c'est ça. Dans le fond, c'est ça. C'est ce qu'on apprend aux enfants en vieillissant, c'est que, OK, tu as des besoins qui persistent et au fil du temps, c'est de trouver qu'est-ce qui est plus acceptable dans le contexte. Quand les gens parlent trop fort dans un meeting, on ne peut pas sortir ça, même si à la maison ou dans d'autres circonstances, tu utilises ça. Et on travaille aussi d'autres moyens de régulation et aussi d'apprendre à tolérer l'inconfort. Mais ça, c'est un autre sujet, là, parce que c'est pas toujours de l'hypersensibilité qui va affecter la disponibilité de l'enfant. C'est vrai, mais effectivement, limite, ça serait intéressant en fait même de faire en fait un neurolife par rapport à ça, parce que comment dire, le patient peut, parce qu'il est bien suivi, parce qu'il est bien conseillé, mettre en place des stratégies pour pouvoir compenser un maximum et pour pouvoir répondre aux besoins de l'environnement, aux attentes de l'environnement un maximum. Mais en fait, on ne contrôle jamais à 100% l'environnement. C'est-à-dire que quand bien même je mets ça, et que du coup, j'entends pas de bruit autour de moi, mais s'il y a quelqu'un qui me tapote sur l'épaule, ça va me déranger, et ça, en fait, je le contrôle pas. Donc, comment faire aussi pour gérer, en fait, cet environnement parfois qui peut être ah oui, tout à fait. C'est un défi de toute une vie. Et notamment, les personnes âgées, tout ça vont aussi bénéficier de stimulation parce qu'ils en ont peut-être moins en fin de vie ou tout ça. Mais c'est d'autres sujets. Mais c'est des outils qui peuvent être agréables pour tout le monde. Et moi, il y en a plusieurs que j'utilise. Moi, ça, c'est accroché à mes clés dans la voiture. Okay? Quand on est en attente, dans le trafic. C'est de se connaître, savoir ce qu'il y a, s'il nous plaît, puis on l'utilise. C'est bien correct.
Carrément. Est-ce que ça te tente qu'on regarde quelques questions? On peut regarder. Tu es capable de lire? Bah, là, par exemple, tu vois, t'as Marie-Laure et tout qui demande en gros la sensibilité visuelle, hyper ou hypo, par rapport à... La sensibilité visuelle, hyper ou Ou hypo. hypo? Ben, quand on parle de hyper-hypo, on réfère à des troubles sensoriels et de type hypersensibilité ou hyposensibilité. Donc, quand je parlais de surcharge, l'enfant réagit trop, il se sent agressé par les stimulations, on va parler d'hypersensibilité. Et à l'inverse, l'enfant ne réagit pas. Par exemple, à la douleur, on va parler d'hyposensibilité. D'hyposensibilité. Donc, j'imagine que la question, c'est est-ce que l'hypersensibilité, la sensibilité visuelle hyper-hypo, ce qui me vient à l'idée d'ajouter, c'est que je ne l'ai pas mis ici, mais c'est une bonne idée aussi, je le fais, c'est les lunettes de soleil. Okay? Parfois, les néons sont très agressants pour certains enfants et porter des lunettes de soleil à l'intérieur va les aider à se sentir moins agressés. Parce que des fois, le stimulus agresse l'enfant et l'agression fait que l'enfant devient moins disponible et se désorganise, il n'est pas bien. Et particulièrement les enfants qui ne sont pas capables de nous le dire, c'est là que c'est bien d'être avisé, averti, d'avoir des outils à notre disposition. Parce que quand l'enfant dit c'est trop brillant, là on le sait. Mais parfois ils ne vont pas le dire. Ils vont faire une crise ou se cacher les yeux, ça peut nous aider, mais pas toujours. C'est là où vraiment, en fait, c'est vraiment toujours intéressant qu'en tant que praticien ou en tant qu'adulte, en tant que parent et tout, on observe aussi quand même toujours le comportement finalement en fait, de l'enfant. Et non seulement, alors on parlait de disponibilité de l'enfant par rapport donc à vraiment la séance de travail, mais il y a vraiment aussi la réceptivité de l'enfant face à l'outil qu'on lui propose. Ça, c'est une question, peux-tu la lire? Alors, qu'est-ce qu'il y a comme outil ou jeu pour un enfant autiste en consultation pédopsychiatrique? Qu'est-ce qu'il y a comme outil ou jeu pour un enfant autiste en consultation pédopsychiatrique? Je pense que ça dépend du pédopsychiatre et du cabinet. Je pense qu'il peut y avoir plein d'outils ou aucun. Là, de toute façon, je pense que peu importe en gros la profession, à partir du moment et tout, où on travaille avec les enfants. Par exemple, bon, moi, je suis pas ergothérapeute. Comment dire, je ne vais pas évaluer tout ce que là, par exemple, Josiane, elle évalue, mais j'ai quand même en fait mon cabinet des jouets parce que faut forcément en fait. D'ailleurs, ça on en parlait avant le live. Lorsque on reçoit un enfant de 4 ans qui est face à un inconnu qui lui demande potentiellement tout de travailler, de faire quelque chose, ça peut arriver tout que l'enfant en fait ne veut pas du tout. Donc il dit non, laissez-moi tranquille, je vais être avec mes parents, laissez-moi et tout, j'ai ma petite peluche, j'ai mon petit doudou, et je m'en viens. Du coup, je suis obligé en fait de passer par des jeux pour l'attirer vers ce que je vais vouloir de lui, du coup de travailler, et je suis obligé de passer par des jeux pour gagner sa confiance et pour le rendre disponible face au travail. Mais ça du coup, je pense que n'importe quel normalement professionnel qui travaille avec des enfants a toujours en fait une boîte de jouets. C'est une évidence. Puis, mais en ergothérapie, on a moins ce problème-là parce que notre modalité d'intervention principale, c'est l'activité. Ergo veut dire travail en grec, latin, ou en tout cas, pour aller vers l'activité. L'enfant, l'activité, c'est le jeu. Donc, les apprentissages se font à travers des activités amusantes, ludiques, dans lesquelles on va aborder ce qu'on a besoin d'aborder sans devoir forcer l'enfant. Forcément. Oui, c'est ça. Forcément, oui. Comment j'enlève cette boîte bleue-là pour pouvoir l'expliquer? Ouais, le bleu là. Ah, super. Ah, c'est génial. On a vu. Mais c'est correct. Ça, c'est pour dire qu'on a fait 1 heure. Oui, c'est ça, c'était pour se réguler un peu. Ouais. Est-ce que l'on peut nuire à un enfant en leur offrant des outils sensoriels sans diagnostic? Là, moi, j'irais pas jusqu'au diagnostic. L'idée, c'est que c'est pas parce que je suis autiste, j'ai besoin d'outils sensoriels, ou je dois être autiste, ou je dois avoir un TDAH, et tout ça. Mais est-ce qu'on peut nuire à un enfant en lui offrant les mauvais outils sensoriels? Oui, pas dangereusement, mais on peut nuire à sa disponibilité parce que un enfant qui est déjà surchargé et qu'on lui donne des objets qui font beaucoup de bruit et qui... high five! OK? On peut nuire justement à sa disponibilité et donner des objets trop stimulants à des enfants qui sont en recherche sensorielle peut les désorganiser davantage. J'ai parlé des coquilles, tout ça. Donc, un processus d'analyse et de compréhension de
c'est pas juste... ça serait comme là, quand on a un repas qui goûte pas à notre goût et qu'on prend toutes les épices et on les met un peu n'importe comment. Il faut réfléchir, de dire, OK, quand je goûte à cet aliment-là, il me semble que ça aurait besoin d'un peu de paprika. Puis là, on essaie le paprika, mais il faut raisonner en arrière de ça. On met pas n'importe quoi et surtout, on les prend pas tous en même temps. Là, on les présente tout d'un coup. Mais on n'installe pas une table, un buffet comme ça là, devant l'enfant. Devant l'enfant, non, c'est clair. Bon, en fait, est-ce que c'est... Alors, on peut dire que, finalement, en fait, alors, on va pas nuire à l'enfant, il n'y a pas quelque chose de dangereux, mais c'est simplement... Celui-là, pas de danger, mais ça peut avoir des impacts importants au niveau du développement du langage si c'est surutilisé. En gros, en fait, il faut faire attention à ne pas prendre son temps, finalement, en fait, pour rien, alors qu'en fait, il pourrait être optimisé différemment. Exemple... Si par exemple l'enfant en fait en vrai n'a pas besoin en fait de ça, bah c'est dommage en fait qu'il passe autant de temps en fait à jouer avec ça, alors que tu aurais besoin finalement en fait d'autre chose et que bah son temps de prise en charge va pas être utilisé en fait, va pas être optimisé comme il le faudrait. Ça c'est moi je pense que c'est à ce niveau-là en fait que du coup ça peut être vraiment dommage. C'est un très bon point. Alors du coup, alors nous on a basculé du coup sur cet écran-là. C'est génial, un live que ça double écran. Mais il y a, ça c'est une sacrée question. Et puis c'est marqué afficher plus. Et ouais, c'est pour ça que je pense que c'est une sacrée question. Il me semble avoir déjà vu une de tes vidéos sur ce genre d'outil. Tu avais évoqué la cabane sensorielle. Oui. Entre parenthèses, lieu d'isolement sensoriel. Oui. Y a-t-il... C'est pas pratique ça. Il y a des choses. C'est vrai qu'il y a pas mal de. Ouais. Y a-t-il une taille de préférable pour ce genre de lieu selon adulte? Selon adulte. Ah oui, enfant. Ok. Ah, c'est je prends un mot. Ok. La cachette sensorielle, c'est un endroit où j'ai placé plusieurs objets que l'enfant peut utiliser pour se relaxer. Okay? Mais à la base, c'est l'idée de la cachette. C'est pas juste parce que c'est pratique de mettre tous les endroits à la même place. C'est que certains enfants ont besoin du retrait, ok? Et oui, un objet peut aider, mais à un moment donné, l'enfant a besoin du retrait aussi social et des lumières et de tout le reste. Et les enfants qui ont ce besoin-là vont apprécier d'aller dans des petits endroits. Puis en fait, on va le voir rapidement. Vous avez peut-être remarqué, derrière nous, on a des gros coussins. Ça, c'est les enfants qui vont aller se coucher sous les coussins. Okay. J'ai une autre espèce de, je vais vous le faire avec mes mains, là, un genre de banc, okay, qui est comme en demi-lune. Et parfois, les enfants ne connaissent pas encore ma cachette sensorielle, ils ne savent pas qu'il y a un endroit pour se cacher. J'ai des enfants qui ont 10 ans, 12 ans, qui essaient de rentrer en dessous du petit banc, en dessous de ma trampoline aussi. Ils ont besoin de se cacher, ils ont besoin d'être enveloppés. Alors, pour répondre à la question, c'est qu'il faut que ça soit petit et enveloppant. Donc, on ne pourrait pas dire ça, c'est une salle sensorielle. À distinguer des salles snooze-lune, qui sont des environnements sensoriels où on peut présenter différentes stimulations, plus dans un but, ça peut être calmant, mais dans un but éducatif pour explorer, stimuler un système. Mais pour les enfants surchargés, on veut un endroit petit et fermé que l'enfant va pouvoir utiliser. À la maison, ce qui peut être fait si on n'a pas d'endroit de cachette sensorielle, c'est si on a de la place des fois au fond du garde-robe, si on peut arranger tout ça, l'enfant peut fermer les portes et peut installer certaines choses, ou même s'il y a un bureau de travail, moi j'ai déjà mis un petit rideau pour un enfant devant le bureau de travail. Donc on enlève la chaise et l'endroit où sont les jambes. D'habitude, l'enfant va se cacher là et peut afficher des choses qui lui font du bien et laisse une petite couverture ou ce qu'il a envie. Mais l'idée, c'est que, adulte comme enfant, il faut que ça soit confortable, mais il ne faut pas que ça soit trop grand, que ça soit petit. Parfait. Si ça te va, parce que là je vois qu'après du coup il va y avoir plein de questions et en fait c'est simplement que je sais pas si la vidéo dure trop longtemps, est-ce qu'on va pouvoir la poster ou pas. C'est pour ça que je préfère, c'est pour ça que en tout cas je pense que c'est mieux en gros qu'on arrête le live aujourd'hui, même si du coup c'est super intéressant et que je pense que toi et moi on aurait voulu en fait que du coup ça dure encore 2 heures même le live. C'est génial parce qu'en fait on pense pareil et tout par rapport
par rapport à tout ça. Mais j'aime ça parler de ces choses-là, donc c'est sûr. Mais c'est cool, ça se voit et comme ça au moins tu communiques, comment dire, ta passion en fait avec les gens, ça se ressent. Mais je pense que ouais, comme ça, alors les gens peuvent continuer alors, en plus ouais, tu vois, ça a sonné. Ouais. Et alors les gens et tout peuvent continuer de poser leurs questions. On prend le temps et tout d'y répondre. Donc les vidéos donc vont être postées sur le groupe NeuroLive. Donc alors n'hésitez pas en fait à vous abonner tout au groupe. Hein. On laisse les vidéos chaque jeudi et sur des thèmes différents. Et puis comme ça donc vous pouvez aussi poser vos questions. N'hésitez pas aussi à rejoindre donc la page de Josiane où vous retrouverez donc énormément d'informations et où elle donne plein d'astuces, plein d'outils. Ouais, et surtout de vous inscrire à l'infolette parce que c'est ainsi que vous allez recevoir la mini-formation et les outils gratuits chaque semaine. Je vous invite à rester impliqué puis à suivre ce que je fais via l'infolette. C'est comme ça que vous recevez toutes les ressources chaque semaine. Parfait. Okay. Merci beaucoup de ta disponibilité. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Parce que j'avais des objets que j'étais disponible, tu vois. Merci à toi de m'avoir offert l'opportunité, puis je suis vraiment contente que tu aies pu venir à Montréal. Initialement, on devait faire ça à distance, France-Montréal, mais là, en personne, c'est génial. C'est beaucoup mieux. T'asseoir sur des drôles de coussins, bien puis sûr. toucher toutes sortes d'affaires. Bien sûr. C'est comme ça, je vais encore profiter de ma journée qui reste et tout à Montréal avant de repartir. Merci à vous du coup donc pour. Merci d'être là. Ouais. Merci encore. Et puis du coup merci à vous et puis à bientôt. Ciao. Bye.